Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, quelques nouvelles liées à Café Magic, puis on va parler des sorties de cartes de Innistrad Crimson Vow, et enfin on va recevoir Imoche alias Martin qui va nous dire qu'est-ce que c'est que ce format le cube et parler de son nouveau podcast. C'est parti pour l'épisode 79. On commence par des nouvelles assez enthousiasmantes sur ce même podcast, mais tout d'abord des excuses car je me suis rendu compte que sur pas mal d'épisodes il y avait un problème de son, des vibrations qui s'entendent que lorsqu'on l'écoute sur certains devices, sur certains casques ou sur certains ordinateurs. J'essaye d'améliorer ces problèmes de son. Mais des bonnes nouvelles, il y en a, puisque Café Magic est maintenant présent sur le site mtgarena.fr. On avait déjà reçu Richard, l'un de ses créateurs, et il m'a fait confiance pour que je puisse le poster tous les dimanches en espérant que ça va ouvrir un petit peu plus encore l'audience de ce podcast. Et je vous invite, vous, à aller voir mtgarena.fr lorsque vous voulez savoir toutes les actualités dans les détails, parce que parfois je finis par m'y perdre dans toutes les secrètes ou les changements de règles, etc. C'est une bonne association qui est en cours, je pense, et j'en suis très content. Encore mieux, je vais avoir droit de faire une preview, une avant-première, c'est-à-dire montrer en première mondiale une carte du prochain set Innistrad Crimson Vow. Wizard m'a fait confiance et si tout se passe bien, je devrais révéler l'une de ces cartes du prochain set lundi prochain, c'est-à-dire demain. Et bien maintenant, on va en parler de ce set, c'est le deuxième set du bloc entre guillemets Innistrad. Cette fois, on se focalise non pas sur les loups-garous, mais sur les vampires. Et on a déjà quelques cartes qui sont sorties ces derniers jours, et puis on a aussi le premier chapitre de l'histoire. En gros, l'histoire, c'est Olivia Voldaren, la célèbre vampire, qui va se marier, qui essaye de se marier avec Edgar Markov. Mais si elle arrive à faire ça, ce sera la personne la plus puissante du plan d'Innistrad, donc Sorin ne peut pas laisser faire, et avec ses petits copains, il va essayer de s'infiltrer dans la cérémonie du mariage pour mettre fin à ses manigances. Sinon, quelques mécaniques qui sont déjà révélées, parce qu'on voit déjà des cartes. Il y en a une qui est très intéressante, qui s'appelle Cleave, je ne sais pas si ça s'appellera charcuter ou autre en français, mais ça fait que pour un coup alternatif, un peu comme le kicker, on va pouvoir enlever des mots qui sont entre parenthèses, ou plutôt entre crochets dans le texte. Par exemple, j'ai en face de moi une carte verte. Pour un vert, c'est un rituel qui fait... cherchez votre bibliothèque pour un entre crochets terrain de base, mettez-la dans votre main et mélangez. Et si on paye le coût alternatif de cleave pour 2 noirs et un vert, tu enlèves entre crochets terrain de base et donc tu peux aller chercher dans ta bibliothèque n'importe quelle carte et la mettre directement dans ta main et shuffle. Et c'est un kicker un petit peu déguisé. C'est un petit peu compliqué d'aller voir les crochets, mais ça se sent pas, somme toute, comme mécanique. Tout le monde aime bien le kicker. Une autre mécanique qu'on a déjà vu révéler sur des cartes vertes aussi, c'est training, peut-être entraînement. Lorsque cette créature attaque avec une autre créature qui a une puissance plus grande que la sienne, on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur celle-là. Oui, c'est l'autre créature qui l'entraîne, c'est beau. Quelques cartes qui ont été révélées et qui ont attiré mon œil. Déjà, le cycle de terrain, on dit les slowlands, parce que c'est ceux qui arrivent dégagés si vous aviez déjà 2 autres terrains sur le champ de bataille. Le cycle allié a déjà été imprimé il y a peu, et là, direct, ils finissent le cycle, on a les terrains ennemis, et ça fait plaisir d'avoir un cycle de 10 terrains qui est sorti de manière complète. Ensuite, Talia, gardienne de Traben, la fameuse créature de Death Syntax blanche pour 1 blanc, 1 2 1, avec l'initiative et surtout qui fait que les sorts non créatures de l'adversaire coûtent 1 de plus à jouer, ça arrive maintenant en standard parce qu'elle vient d'être révélée. C'est un reprint de cette staple de Moderne, je pense que c'est Théoméry qui doit être content. Et enfin, je vais vous parler d'un Planeswalker, Sorin the Merciless. C'est un Planeswalker mono noir pour 2 et 2 noirs qui arrive avec 4 de loyauté. Pour +1, on peut regarder la carte du dessus de sa bibliothèque et si on veut la mettre dans sa main et du coup prendre un nombre de dégâts égal à son coût converti de mana, comme l'Obscur Confident, mais on n'est pas obligé de le faire.
Son -2, ça crée un jeton 2-3 noir vampire qui a le vol et le lien de vie. Et enfin, pour -7, Sorin fait 13 dommages à une cible créature ou joueur et on gagne 13 points de vie. Voilà de quoi sûrement finir la partie. Ça fait plaisir de voir un Planeswalker noir A4 qui fait des choses assez normales, des piochages de cartes, qui peut se défendre ou qui peut gagner la partie à fin. C'est pas cassé, mais c'est une carte sympa. Par ailleurs, je vais parler maintenant des cadres. On a vu l'un des cadres alternatifs qui là change carrément le nom. Sorin a ce traitement-là où tu as tout simplement une carte Comte Dracula qui est en fait comme un skin de ce Sorin. Il y a marqué un petit sous Dracula. Ils avaient fait pareil lors du Secret Lair où il y avait dessus Godzilla et avec une illustration qui représente apparemment Dracula. Donc pour ceux qui aiment bien les vampires de Transylvanie, eh bien vous pourrez profiter de ces skins un petit peu différents. En tout cas, c'est que le début des previews. Moi, le 1er novembre, je devrais normalement y participer. Je suis impatient de voir la suite sur le plan d'Innistrad que tout le monde aime bien. On va voir ce que ça donne. Dans ce podcast, sur mon Discord, sur le Discord des autres et entre amis, j'aime à parler du cube, mais parfois j'oublie que ce qu'on dit être le meilleur format n'est pas le plus connu. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui un joueur compétitif, un streamer et maintenant aussi un podcasteur imouché. Comment ça va, Martin ? Ça va très bien et toi, Antoine? Ça va super, je suis très content de t'avoir et je suis très heureux d'avoir un podcast francophone de plus qui parle, qui plus est de surcroît, de cube. Et donc on va parler de cube et commencer vraiment par la base. Et pour aller plus loin, on ira écouter ton podcast. Finalement, c'est quoi un cube ? Un cube, c'est le croisement entre du limité et du construit. C'est un format limité, donc par définition, c'est-à-dire que tu ne joueras jamais le même deck à chaque fois que tu participes. Tu vas devoir drafter des cartes, ou certains font du scellé d'autres manières, mais tu vas avoir une liste de cartes sur lesquelles tu vas former un deck. Mais d'un autre côté, on n'est pas sur un format où tout le monde va jouer les cartes du dernier set. On est sur une liste construite par le créateur du cube, avec des archétypes précis, une sélection. C'est un best-of, c'est son best-of à lui souvent, des cartes. Et tu vas donc les drafter et constituer ton deck pour jouer que sur cette session. En règle générale, c'est un cube, c'est 360 cartes en singleton. Donc chaque carte est unique. Il n'y a pas plusieurs exemplaires. Il y a des répétitions d'effets, mais pas de cartes 2 fois identiques avec le même nom. On peut dire que ça, c'est commun à tous les cubes, c'est une bonne base. Et est-ce que tu peux un petit peu nous narrer comment se passe une session de cube pour qu'on puisse s'imaginer comment ça se passe ? Une session de cube, donc ça va commencer par un organisateur qui va amener son cube, qui est constitué souvent de 360 cartes, parfois plus, 540 ou 720, s'il ne veut pas que toutes les cartes soient réutilisées, soient toutes utilisées en même temps. Et il va constituer donc 24 boosters sur une session classique. On a 8 joueurs, on a 3 boosters par joueur, donc ça fait 24 boosters. Chaque booster étant constitué de 15 cartes. Ça, on connaît. C'est pour ça que souvent on parle de 360, puisque c'est exactement la répartition qu'ils font pour avoir tout son cube drafté durant la session. Chacun va prendre donc ces 3 packs qui ont été constitués aléatoirement. On essaie souvent d'avoir une manière un peu de construire ces packs de manière à ce qu'on n'ait pas un booster avec que du bleu et tout le monde soit là en mode mince, qu'est-ce que je fais? Je joue pas du tout bleu. Mais dans l'esprit, voilà, on va avoir notre booster, on va choisir nos cartes, on va le drafter. Après, chacun va construire son deck comme si jamais on était en format draft du vendredi soir et on va jouer nos parties. Mais le power level sera souvent plus élevé puisque c'est une sélection de cartes appropriée à un format particulier. Ok, donc un draft normal comme on connaît, sauf que c'est nous qui amenons les cartes, c'est le créateur du cube ou la créatrice qui les a sélectionnées, et aussi là-dedans, un truc qu'il faut préciser, c'est qu'on passe beaucoup de temps à tout mélanger, mais ça c'est un bonheur. Ouais, et ça. Du coup, où est-ce qu'il se trouve cette liste ? Est-ce que c'est un monument monolithique ou est-ce qu'il y a plusieurs types de listes de cubes ? Non, c'est justement tout le travail du constructeur ou de la constructrice du cube de réfléchir à sa liste, de prévoir des interactions, de prévoir son niveau de son power level, son niveau de puissance qui est demandé par rapport au cube. Souvent, on distingue le niveau le plus élevé comme étant les vintage cubes. On va avoir les cartes du P9 dedans. Donc, on ouvrira Black Lotus tout d'un coup en draft, on va pouvoir le jouer.
On va avoir parfois des legacy cubes, un power level qui est moindre que le vintage, mais déjà, mais on va quand même rester sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez rapide. Et puis après, on peut descendre sur des power level un peu plus spécifiques, plus proches du moderne, certains, donc avec parfois que des cartes d'un set particulier. On peut imaginer par exemple faire un cube avec que des cartes des différents sets d'Innistrad, justement. C'est à la On peut mode. faire un cube popper, uniquement des cartes communes. C'est après la volonté du créateur de créer sa liste, de voir les combos qu'il y a, de voir les synergies, et de la mettre en place pour que les joueurs puissent en profiter. Ok, ben ça paraît quand même pas mal de boulot pour ça. C'est un truc d'initié, le cube, ou C'est construire un cube, c'est un peu plus quelque chose d'initié, je pense. Pas forcément beaucoup, c'est surtout de la volonté, je pense. Il faut, on va dire, si tu n'as pas fait de draft à Magic, ça va être compliqué pour toi de construire Ouais. un cube. Mais quand tu commences un peu à approcher, finalement, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans Magic, il faut juste se dire, qu'est-ce que je veux? C'est surtout ça. C'est plus qu'un truc d'initié, c'est de la volonté. Qu'est-ce que je veux jouer? Est-ce que j'ai envie de jouer des elfes? Est-ce que j'ai envie que mon archétype bleu-rouge, ça soit des spells? Ou peut-être que j'ai envie de faire un truc très étrange et que moi, mon archétype aggro, c'est mono-bleu. On peut vraiment faire ce qu'on veut et surtout ajuster. On peut faire aussi beaucoup marcher par le Trials and Error, essayer, faire une session avec des gens. Les gens vont souvent remonter leur retour sur le cube. J'ai trouvé cette carte, elle était un peu trop forte. Franchement, je l'ai draftée, mais je me rends compte que c'était complètement nul dans mon deck. Et je crois que ça n'a peut-être pas sa place. Enfin, voilà. Avec la communauté, avec la communauté avec laquelle on joue notre cube, on va pouvoir justement faire évoluer la liste et la faire tendre vers quelque chose qui nous plaît à soi. Et parfois même aussi, ce qu'on aime bien, c'est que ça plaît à tous ceux de la session, puisqu'ils la construisent indirectement. Parce que si tu as beau aimer une carte, mais que personne la draft, d'une certaine manière, il faudra peut-être la remplacer. Bah, d'accord, je suis assez convaincu. Ça paraît créer pas mal de débats. Ça, je pense qu'on peut débattre pendant des heures. Quels sont les archétypes que tu as envie de mettre dans ton cube? Quelle carte est bonne? Quelle carte je vais rajouter du dernier set? Et bah, j'imagine que c'est pour ça que toi, tu as créé un podcast qui s'appelle Cube I et qui va parler tout ça pour aller plus loin. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en effet, le QB, donc c'est mon dernier projet. Globalement, sur les derniers mois, en fait, j'ai mon enfant qui vient de naître. Félicitations! Merci. Et surtout, je me suis rendu compte que pour le jeu compétitif sur Magic, c'est un poil plus compliqué. Ah Madame va pas forcément être heureuse si je lui dis tous les soirs, non, non, je t'abandonne, je vais m'entraîner. sur la route. Donc résultat, je préfère pratiquer un format qui me plaît beaucoup avec mes amis, où on peut inviter des gens, on peut construire et réfléchir, enfin le meilleur format quoi. Et je me suis rendu compte que, en fait, en termes de création de contenu, le cube, en francophone, il y a, je vais pas dire rien, mais il y a pas grand-chose, c'est que des épisodes annexes de podcasts, comme toi, parfois, tu as parlé de cube sur ton podcast, Mhm. chez Charles et Théo au niveau du podcaster Mage, parfois ça parle de cube chez JE quand il fait ses streams. C'est très sporadique, il n'y a pas d'éléments. Et là, l'idée, c'était de faire un podcast dont l'objectif n'est pas et de parler des sets qui viennent de sortir, quelles sont les cartes qui sont intéressantes, quelles sont les cartes qui pourraient s'adapter selon nos besoins, mais aussi de pousser parfois un peu plus loin, de rencontrer des créateurs de cubes et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont créé leur cube, qu'est-ce qui fait les particularités de leur liste, puisqu'on a tous nos choix, et aussi parfois de faire des épisodes un peu plus en profondeur sur certaines parties de la construction. Qu'on en construit un cube, bien sûr. Ça, c'est un épisode qui est, je vais quasiment dire déjà programmé, même s'il n'est pas encore enregistré. Mais aussi, je veux supporter rouge-noir, quels sont les archétypes possibles traditionnellement. Je veux avoir un thème Lands. Sur quelle couleur je vais trouver des cartes? Quelles sont les cartes qui paraissent intéressantes? Des cartes qui sont cool mais oubliées, des choses comme ça. Donc, brasser un peu large sur le sujet du cube, plutôt sur son aspect construction que son aspect jeu. Parce que pour moi, on a beau être compétitif quand on cube, ça reste surtout un format. C'est ça qu'on fait le meilleur format, c'est que c'est un format entre amis. Et on est content sur celui qui a gagné sur le coup, et on est déçu quand on est celui qui a perdu. Mais finalement, à la fin, on a tous passé un bon moment. Et ce qui compte, c'est que notre liste, elle soit sympa à pratiquer.
Bah, c'est une super conclusion. Moi, je suis très enthousiaste que tu te lances dans ce podcast en particulier pour parler du cube. Et le premier épisode est avec Charles Wickham en invité. Il est déjà sorti. Il est dispo aussi sur Podbean. Donc, je vous invite tous et toutes à aller le voir. Et tous les liens seront en description. Merci beaucoup, Martin, pour ta présence. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magique et à dimanche prochain.